tous, bienvenue à cette présentation. Je vais parler de Google Cloud Platform pour les data scientists. Je me présente, je m'appelle Giulia Bianchi, je suis data scientist à Axebia. Je suis aussi organisatrice de DataXD, c'est une conférence sur la data science comme data engineering. On organise la deuxième édition, ce sera le 27 juin. Les CFP et la billetterie sont ouvertes, donc venez voir le site. Mais sinon, mon petit moment com se termine ici. Je vais commencer. En 2017, à la fin 2017, Google a annoncé la sortie en version alpha du service Cloud AutoML. Vous venez d'écouter une présentation là-dessus, je pense. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'AutoML? Ça veut dire Automated Machine Learning. Et c'est des frameworks qui ont pour but d'automatiser certaines tâches très répétitives d'un job de machine learning. Donc, par exemple, l'optimisation, la recherche des features et des variables explicatives automatiques. Donc, Google, avec ce produit, a pour but de rendre l'IA accessible à toute personne, à toute entreprise et tout centre de recherche qui n'aurait pas chez eux ni les connaissances, ni les données, ni le personnel, voire les data scientists et data ingénieurs, pour pouvoir développer des applications d'IA personnalisées. Mettons que vous êtes une entreprise et vous avez besoin de faire d'un service de traduction sur votre appli, bah, vous pouvez utiliser un des services de Google type Translation. Vous n'avez pas à coder toute l'intelligence derrière, vous l'utilisez de façon un peu black box. Et donc vous accédez à ce service. Le but de Google derrière cette démarche, c'est vraiment de démocratiser l'IA pour tout le monde. Il n'y a pas que Google qui a fait de l'automated machine learning, il y a d'autres frameworks. Oui, l'idée, c'est vraiment que tout le monde y ait accès et tout le monde déploie ces genres d'applications chez soi. Donc, quand je me suis intéressée à l'AutoML, j'ai essayé des frameworks pour voir comment ça marchait et à quel niveau ils étaient capables de faire le travail d'un data scientist. Et de ce que j'avais essayé, il y a des choses qui peuvent se faire, mais ce n'est pas encore arrivé le moment où des machines vont substituer les data scientists. Maintenant, quand le service de Google est sorti, je me suis dit qu'à Google, ils ont quand même les moyens de faire quelque chose de ouf. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine carrière. Et j'ai commencé à suivre des meet-ups pour pouvoir comprendre ce que c'était le cloud. Ben, je me suis vite rendu compte que moi, j'ai besoin qu'on m'explique le cloud et non pas l'IA. Donc, le but de cette conférence, ça va être pour le data scientist de faire une introduction au cloud, voir un peu ce que c'est. Et pour ceux qui ont déjà touché au cloud, ce serait plutôt de voir les problématiques qu'un data scientist peut rencontrer quand il fait face à ces genres de technologies. Alors, je vais commencer par ce que j'ai compris du cloud, mais peut-être encore ce que je n'ai pas compris du cloud. Donc, c'est une blague qui me fait toujours rire. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que la première fois que j'ai fait un hands-on sur le cloud, je me suis sentie vraiment comme ça. J'étais perdue, je ne savais pas de quoi en parler. Donc, je fais quelques recherches.
quand on parle du cloud computing, on parle de la transformation un peu du paradigme du on-premises à machin as a service. Et il y a trois niveaux de cloud computing. Donc, prenons l'exemple d'un data lake. Vous travaillez dans une entreprise peut-être qui a son data lake. Le data lake est installé sur des machines. Si c'est votre entreprise qui a acheté ces machines, bah, c'est du on-premises. Donc, c'est le service d'information qui gère les machines, qui les a achetées, qui va faire toutes les installations, qui va gérer la connexion entre elles. Et donc, tout est chez l'entreprise. Maintenant, prenons l'exemple d'OVH et d'un data lake qui est installé chez OVH. Donc, les machines ne sont plus au sein de l'entreprise, elles sont gérées par un cloud provider qui gère, qui possède les machines et les met à disposition. Donc, il y a des services qui sont gérés par le cloud provider et le reste, après, est géré par l'entreprise à nouveau. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'un infrastructure as a service. Maintenant, selon le niveau de services qui sont gérés par le cloud provider, on parle de platform as a service, c'est encore un niveau au-dessus. Et si on pense ensuite à des softwares comme Google Docs, bah, c'est du software as a service, vous y accédez à travers une interface web, vous n'avez rien qui est installé chez vous et vous utilisez le service. Donc, on parle beaucoup de services ménagers. Ce qu'il y a derrière, c'est quand même des machines physiques qui sont quelque part dans le monde, qui sont justement ménagées par quelqu'un d'autre, par le cloud provider. Et ce qui est important, c'est qu'on paie à l'utilisation et pas, on paie à la location et non pas à l'utilisation. C'est-à-dire que vous êtes à nouveau un data scientist et vous avez envie d'essayer un POC, vous avez un POC qui prend beaucoup de ressources. Je voulais essayer du deep learning et sur le data lake, à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de ressources. Vous avez un data lake on-premise. Donc, si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous allez peut-être demander à un chef de projet si vous avez la possibilité de le faire. Il va, même s'il va approuver votre requête, il va devoir demander d'acheter peut-être une nouvelle machine. Le temps qu'elle est installée, ça va avoir un coût assez important et ça va prendre du temps. Si vous êtes dans un service cloud, bah, en fait, vous pouvez allouer des ressources très rapidement et pour un temps très court, donc le temps nécessaire pour exécuter votre POC. Après, vous allez relâcher les ressources et vous arrêtez de payer. Donc, vous payez pour ce que vous avez effectivement utilisé, alors que dans le cas du on-premises, si on a acheté une nouvelle machine, la machine est là, elle a été achetée une fois, il va falloir la rentabiliser sur le long terme. Mais du coup, pourquoi on parle de ça et pourquoi c'est intéressant pour les data scientists de connaître un peu le cloud? Parce que la façon dont tout ça est conçu, c'est que on a accès à une quantité de ressources théoriquement illimitées. Les ressources qui sont rendues disponibles par Google ou par AWS ne vont jamais être comparables par rapport aux ressources en interne d'une entreprise. Elles peuvent être disponibles hyper rapidement, comme je vous l'ai raconté dans l'exemple précédent. Et elles sont très fiables. Donc les cloud providers, ils ont tous des équipes qui sont entièrement dédiées à ça. Et par exemple, en 2016, Google a estimé à 4h30 le temps down des services du cloud sur toute l'année. Donc c'est quand même impressionnant. Et du coup, tout ça, ça peut permettre de faire des processing des données très rapidement, même sur des choses très compliquées.
Alors, qu'est-ce que c'est le cloud? Non. Maintenant, je vais parler que du GCP. C'est le service, le service de cloud que j'ai essayé. Il y a bien évidemment aussi AWS, Azure et d'autres. Moi, j'ai commencé par celui-là. Donc, voici une liste de services mis à disposition par Google sur GCP, liés à l'IA et au machine learning. Il y a beaucoup de services qui sont un peu de type black box, type la traduction, type la video intelligence. La façon de les utiliser, c'est comme des packages Python, on les importe et on peut les utiliser directement dans notre code. Pour la traduction, par exemple, on a juste à fournir la phrase à traduire et ça va se faire tout seul. Dans le sens que ce n'est pas nous qu'on a entraîné un modèle, qu'on a collecté les données pour pouvoir faire cette traduction. Le service qui m'intéresse, moi, c'est plutôt Cloud ML Engine. C'est le service qui nous permet de faire du machine learning avec mes propres modèles pour répondre à mes besoins. Donc, c'est un service qui est disponible et qui marche avec scikit-learn et TensorFlow pour l'instant. Et ça me permet d'entraîner, de déployer un modèle et de faire des prédictions. Donc, à quoi ça ressemble concrètement GCP? Pour commencer, il faut créer un account, et ça se fait avec juste un email, un adresse email Gmail pour pouvoir le créer. Et une fois qu'on fait le login, il faut donner un nom du projet auquel on associe une carte bleue pour bien s'assurer de ne pas faire gratos. Et dans son poste, on installe la SDK, la Cloud SDK, qui en fait nous permet de communiquer entre le poste et le cloud à travers la ligne de commande. Une fois qu'on est dedans, ça c'est une interface web plutôt user-friendly où on trouve tous les éléments et dans lequel on va pouvoir activer les API dont on a besoin. Alors moi, pour commencer, j'ai suivi une spécialisation sur Coursera qui est Data Engineering en GCP. Je vous la conseille, c'est assez simple. Au moins, le premier cours d'introduction explique bien un peu les concepts que je viens de vous dire. Sinon, vous trouvez beaucoup de documentation online. Il y a surtout beaucoup d'exemples. Elle n'est pas complète, mais quand même, ça permet de démarrer. Et si vous aimez les podcasts, il y a aussi un podcast dédié. C'est une fois par semaine, une petite demi-heure. Et ils ont des choses intéressantes à dire, souvent. Donc, avant de poursuivre, j'ai besoin que tout le monde soit à la page sur ces 3 mots, ces 3 concepts qui sont un peu la base du machine learning supervisé. Qu'est-ce que ça veut dire entraînement? C'est la phase d'apprentissage automatique de règles à partir d'un jeu de données connu. L'output de la phase d'entraînement, c'est un modèle entraîné. Et c'est celui qui peut être utilisé pour faire une prédiction sur des nouvelles données. Avant prédiction et entraînement, il y a une partie de processing des données, de préparation des données. Et c'est là qu'on parle de feature engineering. Donc, je vous montre un petit exemple pratique de ce que j'ai fait avec GCP. C'est un petit projet perso que j'ai appelé Parenting 3.0. Pour vous expliquer ce que c'est, il faut partir de sa version précédente. C'est Parenting 2.0, tout en sachant que le Parenting 1.0, c'est les parents physiques, les humains. Donc, l'objectif de 2.0, c'était de reconnaître le pleur d'un bébé de façon automatique. Et si le bébé pleure pendant qu'il dort, on va déclencher une berceuse.
Alors, c'est un projet qui m'a servi à apprendre beaucoup de choses. Je ne l'utilise pas sur des vrais bébés. Je n'ai pas. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un Raspberry Pi qui va être en gros à côté du bébé qui dort, qui enregistre et qui a à l'intérieur un modèle que j'ai entraîné précédemment sur mon ordinateur et qui est entraîné à reconnaître le pleur de bébé. Donc, sur l'ordinateur, j'ai collecté des données, j'ai fait le feature engineering et j'ai entraîné un modèle. Et le Raspberry Pi, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre, il fait le feature engineering sur le nouvel morceau et il va faire la prédiction. Donc, tout ça, que la partie sur le Raspberry Pi, on ne parle plus d'entraînement, que la partie de prédiction, de enregistrement, feature engineering et prédiction, prend à peu près 45 secondes, alors que le morceau sur lequel je fais la prédiction, c'est quand même de 9 secondes. Donc, c'est très long. Je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le potentiel du cloud. Bien évidemment, l'enregistrement est toujours fait avec le Raspberry Pi. On ne peut pas mettre un cloud à côté du bébé. Mais le signal, à ce moment-là, il peut être envoyé sur le cloud pour que ce soit le cloud qui prend le relais pour feature engineering et prédiction. Le service GCP qui permet de stocker des objets s'appelle storage. Voilà, ça, il permet d'enregistrer des objets divers et variés. Donc l'étape suivante serait en ayant le modèle entraîné est dans Cloud ML. Du coup, l'idée c'est de faire la prédiction à Cloud ML avec l'enregistrement qui est arrivé dans storage. Ben, il y a un petit bémol et que je n'avais pas pris en compte quand j'ai commencé ce projet. Et c'est qu'en fait, CloudML, il fait des prédictions sur des données qui sont déjà prêtes. C'est-à-dire que le modèle dans CloudML, c'est un pipeline au sens scikit-learn, donc un objet entraîné qui a peut-être quelques étapes de feature engineering en amont. Mais ce feature engineering doit correspondre exactement au pré-traitement des données que je dois faire. Et en vrai, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, tout le pre-processing des données avant le modèle doit être fait quelque part entre le storage et CloudML. Donc, j'étais obligée de découper toutes les étapes de mon projet pour voir comment pouvoir l'implémenter dans le cloud. Alors, la première étape, c'est l'enregistrement de la Raspberry Pi qui du coup, sauvegarde un signal .wav, un file .wav. Ce signal, je le découpe en 5 morceaux. Sur chaque morceau, je fais le feature engineering. Et sur chaque morceau, j'ai fait une prédiction. À ce moment-là, j'obtiens 5 prédictions et j'estime que c'est un pleur de bébé seulement si au moins 3 sur 5 sont prédits comme pleurs de bébé. Donc, c'est un vote majoritaire, ça se fait en 2 lignes de code, et avec ça, j'obtiens ma prédiction finale. Pour ce faire, comme je traite un signal audio, j'utilise une librairie Python qui s'appelle Librosa, qui n'est pas disponible dans la distribution classique Anaconda du Python. Et pour la prédiction, après, c'est un modèle scikit-learn. Donc, la première étape est assez simple. Donc là, c'est un script bash qui est dans le Raspberry Pi, qui est exécuté dans un conteneur Docker. La première fonction fait l'enregistrement. Donc, je sauvegarde d'un Raspberry Pi cet enregistrement. Et la deuxième commande envoie le signal dans un bucket
dans le cloud, dans le service de storage. Donc ça se fait avec une commande CP de GSUT qui est le CLI qui me permet de communiquer avec le cloud. Donc, maintenant, le signal est arrivé dans le cloud, dans le storage, mais j'ai plein de questions que je me pose. Je disais, j'utilise une librairie qui n'est pas disponible dans la distribution Anaconda, donc elle n'est pas disponible dans le cloud si je ne demande pas à l'importer. Donc, première question, comment je gère ces dépendances? Deuxième question, c'est, une fois, le signal est arrivé, comment je déclenche les étapes suivantes, c'est-à-dire le preprocessing et la prédiction. Et enfin, il faut bien que la réponse retourne au Raspberry Pi pour qu'il passe à l'étape de lancer ou pas une berceuse selon la valeur de ma prédiction finale. Il y a plusieurs solutions pour la suite. Moi, j'ai trouvé que la plus simple, c'était Cloud Functions. Alors, c'est un peu l'alter ego des Lambda AWS. Ce que ça permet de faire, c'est que c'est du code qui est exécuté dans le cloud. Et c'est disponible en Python en version bêta. Donc très bien, je sais coder en Python, ça me convient. Et cette fonction, elle est exécutée automatiquement quand quelque chose arrive dans le bucket que je spécifie. Donc, le fait d'envoyer l'enregistrement d'un storage fait déclencher automatiquement l'exécution de cette fonction et de tout ce que j'ai créé dedans. C'est plutôt sympa parce que du coup, j'ai que du code Python à faire dedans. Donc, j'ai à ce moment-là à faire les étapes de découpage du signal et de feature engineering. Oui, et pour la fonction, en fait, j'ai à disposition un fichier TXT, requirement TXT, où je spécifie tous les packages dont j'ai besoin pour l'exécution de mon code. Donc, à ce moment-là, dans la fonction, j'ai créé les données préprocessées et prêtes à être prédites. Donc, je fais un appel à CloudML qui, lui, va faire la prédiction grâce au modèle que j'avais déployé juste avant et qui est mis à disposition, du coup, pour prédiction. CloudML retourne à la fonction les 5 prédictions sur les 5 morceaux que j'avais fournis. L'étape suivante, c'est juste encore deux lignes de code dans la fonction qui prennent les prédictions de CloudML et font le vote majoritaire pour obtenir la prédiction finale, qui à ce moment-là est stockée à un autre endroit dans storage et est disponible pour être renvoyée au Raspberry Pi. Alors, la connexion entre le Raspberry Pi et GCP sur le retour est un peu plus compliquée que pour l'aller. Je suis encore en train d'y travailler. C'est pas hyper facile pour moi parce que j'ai pas beaucoup de connaissances sur le type de protocole de communication et ces genres de choses. Mais il y a un service qui s'appelle Core IoT, qui est le service de GCP dédié à l'IoT, comme le dit le nom, et qui gère la communication entre le cloud et des devices pour faire ce qu'on veut. Alors, les résultats sont quand même positifs. Donc ça, c'est juste les logs que je reçois quand j'exécute la fonction. Ce qu'on voit ici, c'est que CloudML m'a renvoyé la prédiction. Il dit que j'ai fait le vote majoritaire et on fait une prédiction finale. Et ce qui est important, c'est que ça prend moins de 5 secondes pour faire tout ça. Donc j'ai quand même gagné de 45 à 5 secondes. 40 secondes.
Donc, je vous montre juste un peu de code pour donner une idée un peu plus concrète de ce que c'est une function. Ça, c'est l'interface de GCP. Je suis dans le service Cloud Functions. Et ici, je peux uploader la fonction que j'ai codée sur mon ordinateur et après, j'ai uploadé. Donc, ça, c'est le code source, c'est du code Python classique. Et à côté, vous avez le fichier avec tous les librairies dont j'ai besoin. Dans l'interface, vous avez aussi disponible les informations sur ce qui s'est passé. Donc, hier, juste avant la présentation, justement, je suis amusée à changer la fonction. Et donc, j'ai eu un premier essai où j'ai eu un timeout. Donc, je suis allée corriger. J'ai eu un crash. J'ai corrigé et ça a marché. Donc, il faut savoir que c'est un peu, c'est pas hyper simple de tester les fonctions. Genre, je la crée sur mon poste et après pour la tester, j'ai un peu besoin de déployer et revenir et voir ce qui se passe. Les logs sont pas toujours faciles à comprendre. Ce qu'on comprend bien, c'est le OK, status OK. Mais quand il y a des problèmes, ça devient vraiment verbeux et pas facile à débugger. Autre partie intéressante, c'est l'appel à CloudML. Là, je suis toujours dans la fonction. C'est une unique fonction que j'ai. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la fonction a besoin d'avoir le nom du projet, le nom du modèle, et instance, c'est les nouvelles données. Les instances, il faut qu'elles soient un format liste de float. D'accord. Donc, une fois instancié le nom du modèle, la réponse, elle est appelée avec la méthode predict, normale, je fais une prédiction, auquel je donne le nom du modèle et les nouvelles données. Et à la sortie, j'ai mes prédictions qui sont dans une liste. Maintenant, combien ça coûte CloudML? Il y a des règles assez compliquées à comprendre, sont assez articulées, mais ça dépend de, déjà, est-ce qu'on est un entraînement ou une prédiction? On n'est pas obligé d'entraîner un modèle sur le cloud. On peut aussi bien, comme j'ai fait, l'entraîner ailleurs et juste le déployer pour faire la prédiction. Ça dépend du nombre de requêtes par unité de temps. Ça dépend de la région. Donc, on peut être US, Europe et Asie. Et ça dépend aussi des ressources derrière nécessaires pour faire le job. Alors, pour vous donner une idée, j'ai fait une simulation. Google met à disposition un price calculator pour tous les services. Et j'ai fait un test un peu comme ça, un peu au pif. Disons qu'on a choisi l'Europe comme région et que le job d'entraînement prend 15 minutes sur des machines avec 4 CPU et 15 gigas de mémoire vive. Et maintenant, je fais une prédiction qui prend 36 secondes, ce qui est assez énorme, mais pourquoi pas. Et ben, tout ça, ça va coûter 8 centimes de dollars par mois. Donc, le prix là-dessus, c'est assez ridicule. Et moi, je suis, avec mon job, je suis au-dessous de tous ces critères. Et donc, en fait, j'ai toujours rien payé. Donc, j'ai reçu des factures à 0. Donc, c'était pas très dangereux de passer ma carte bleue pour ce projet. Alors, pour les next steps, ce qui serait possible de faire, c'est de déjà essayer de faire un entraînement sur le cloud. Donc, pour ça, il faudrait aussi déplacer les données d'entraînement sur le cloud. Si je trouve beaucoup plus de données de ce que j'ai jusqu'à maintenant,
je peux penser de le faire avec du deep learning et du coup utiliser TensorFlow. Et sinon, il y a d'autres services GCP qui sont là pour faire le travail qu'on fait quand on est data scientist. Donc, il y a Cloud Data Lab qui met à disposition des notebooks type Jupyter. BigQuery nous permet de faire des requêtes SQL-like. Et il a aussi la partie stockage. Dataproc, c'est le service qui permet de faire du cluster Hadoop et Spark managé. Dataflow. Dataflow, c'est, pour ceux qui connaissent, Apache Beam. Et j'avais regardé cette alternative avant de penser à Functions. Ça permet de faire du traitement des données assez poussé. Maintenant, c'est assez compliqué. Donc, j'ai commencé à regarder. Un Python, c'est une version bêta. La doc est en version alpha. Donc, je me suis retrouvée un peu perdue et j'étais bien contente de découvrir les fonctions. Et enfin, il y a Service Data Prep. Donc, ça permet de faire de l'exploration des données. Et c'est d'outils Trifacta derrière, en fait. Alors, je suis arrivée à la conclusion. Alors, ce que je pense, c'est que GCP a beaucoup de potentiel pour faire de la data science. Si, en fait, vous n'avez pas besoin de services black box, type traduction, type reconnaître que dans les images, il y a des chiens en deuxième plan. Et si vous avez des use cases beaucoup plus autres que ça, comme ça peut arriver dans toute entreprise, c'est quand même nécessaire de connaître la data science, un peu comment ça marche, pour pouvoir le faire proprement. Donc moi, je me suis retrouvée, moi je pensais que c'était facile au début, le service Cloud Storage et après direct Cloud ML. Eh ben, en fait, non, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Il y a quand même pas mal de réflexions sur comment pouvoir arriver à ce qu'on veut obtenir, le résultat qu'il nous faut. Maintenant, ce que je disais, c'est que la doc, elle est là, il y a plein d'exemples, mais il n'y a pas énormément d'explications. C'est-à-dire que oui, l'exemple, c'est bien, ça me permet de comprendre comment je peux faire certaines choses, mais ça ne m'explique pas la logique de, je sais pas, des appels aux API cloud et tout ce tas de choses. Je vous ai montré tout à l'heure la fonction predict de CloudML. Bah, il faut faire un appel au service CloudML, et après appeler predict, et après .execute. Ça, on découvre un peu ça en le faisant, et des fois ça manque un peu de base sur voilà, un peu plus théorique pour expliquer bien comment ça marche. C'est tout pour moi. Donc pour les questions, ce sera tout à l'heure, là dans la zone derrière le café. Merci.